Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Actu Week, votre magazine qui vous propose le condensé des actualités qui ont marqué cette semaine. Pour ce nouveau numéro, je suis en duo avec Dina Boutiam. Dina Boutiam, bonsoir. Bonsoir Fatoumata Khan, bonsoir à tous. Voici les titres de ce récapitulatif des faits marquants de la semaine. Le projet de loi de finances initiale exercice 2024 a été présenté ce vendredi par le gouvernement au Conseil national de la transition. Le Premier ministre a attiré l'attention des conseillers nationaux sur la teneur du sinistre survenu à Kaloum. Bernard Goumou explique que les autorités ignorent pour l'instant le nombre exact de pertes en vie humaine suite à cet incendie. Pour le reportage de la semaine, nous parlerons d'un fait qui s'est produit en début de semaine. Il s'agit de l'incendie au dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Le centre-ville a enregistré plusieurs pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables. Les flammes ont été maîtrisées et les blessés pris en charge dans les hôpitaux publics. Dans ce journal, nous parlerons également de la CAN 2024. Madi Camara risque une fois encore de rater le rendez-vous. Le sélectionneur du Sili national, Kaba Diawara, a publié la liste provisoire de 41 joueurs convoqués pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une liste qui ne fait pas, comme toujours, l'unanimité. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, des cas de mort et des dégâts matériels, c'est le bilan enregistré dans ce sinistre. Sur les lieux de l'incendie, la tristesse a dominé les travailleurs qui étaient présents pendant les moments d'évacuation et de recherche des victimes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame. Ansoubaï Le Baldé. Le feu est grand, difficile pour les sapeurs-pompiers de contenir les flammes pendant ce temps. Il était 6 heures au moment où nous avons pris ces images. Un corps complètement calciné a été sorti du feu à notre présence. Mais à cause de la sensibilité des images, nous avons préféré ne pas filmer cette partie. Sous le choc, des citoyens qui ont observé la situation avaient du mal. Sur le plan humanitaire, la chaîne de solidarité a aussitôt été créée. Plusieurs jeunes volontaires se sont massivement mobilisés depuis 0 heure pour porter secours aux personnes nécessiteuses. Des habits, du don de sang ainsi que de la nourriture ont été regroupés à la grande mosquée Faisal pour secourir les sinistrés. Ibrahim Alassane Kamara. C'est ici, à la grande mosquée Faisal de Conakry, que tout se centralise avant d'être envoyé à destination. Depuis 2 heures du matin, la direction de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires est au chevet. Ce qu'on a trouvé ici comme assistance alimentaire en termes de vivres pour donner aux gens, c'est ce qu'on veut prendre maintenant, apporter aux agents de la protection civile qui sont là, il y a certains qui n'ont pas encore mangé, aux agents de la Croix-Rouge et ensuite aux personnes qui sont aux alentours, les voisins, qui n'ont pas encore mangé. Donc nous sommes à cette phase-là pour apporter de l'assistance. Sous cette tente est installée une équipe de collecte de sang. L'engouement est de taille. Hommes et femmes, chacun cherche à contribuer de sa manière afin de porter assistance aux personnes en situation difficile. Makoura Sissé a décidé de donner volontairement son sang. Bon, moi je donne le sang aujourd'hui pour sauver des vies humaines. On sait tous que ce qui s'est passé aujourd'hui, ça attriste la population, ça attriste des vies. Donc, quand on peut aider, on aide. Les médecins mobilisés pour enregistrer les donneurs de sang disent être confrontés à un manque de ressources humaines pour cette activité humanitaire. Nous avons un problème de mobilisation, comment envoyer les gens et comment communiquer. Vu que l'Internet est coupé, nous avons d'énormes difficultés d'informer les gens d'être là. Ici, c'est la solidarité qui prime. Si d'aucuns donnent du sang, d'autres apportent des vivres et des habits. Des équipes sont mises en place pour exécuter les différentes tâches. Il y a des dons d'habits, il y a des darés, il y a de l'eau, il y a du jus. Tout ce que les gens peuvent apporter, vraiment nous appelons les volontaires. Au moment où nous réalisions ce reportage, le bilan provisoire faisait état de 10 morts et une 50aine de blessés.
Au Palais du Peuple de Conakry, un autre checkpoint a été créé pour les familles ayant tout laissé derrière elles en marge de cette explosion meurtrière. Sur place, plusieurs sinistrés aidés par la Croix-Rouge et d'autres structures humanitaires de jeunes volontaires. Amara Bangoura nous fait le point. Au-dessous des nuages de fumée, des personnes évacuées de la zone d'explosion. Elles sont accueillies au Palais du Peuple, situé à des centaines de mètres du dépôt de carburant ayant pris feu. Elles sont la plupart des personnes ayant tout laissé derrière elles dans des circonstances effroyables et traumatisantes. Massir Fofana a son genou endommagé à la suite de l'explosion. J'ai des douleurs atroces au genou. C'est un ventilateur qui a terminé ses crosses sur mon genou. Je ne sais quoi faire, car je ne peux pas marcher. À Corentine, ici, chaque jour nous sommes inquiets. Quand c'est la maison centrale, nous ne sommes pas épargnés. Et quand c'est aussi le dépôt d'hydrocarbures, c'est encore de l'inquiétude. Nous demandons aux autorités de nous les délocaliser. Ici, elles sont enregistrées pour identification. Comme première expression de l'élan de solidarité, la mise à disposition de la nourriture. Suivront également d'autres volets de distribution. Dès là, nous voilà à Donka, l'un des plus grands centres hospitaliers du pays. Les blessés y sont conduits pour accéder aux services d'urgence. Notre équipe de reportage se heurte à la restriction imposée par la direction générale. Aboubakar Kamara, retrouvé à la rentrée à son frère sous les soins. J'étais venu m'enquérir de sa nouvelle. Heureusement pour moi, je l'ai trouvé ici à l'urgence de Donka. Donc je suis là comme ça, je suis rentré même dans sa salle, là où il est. Et on s'est même tenu les mains. Il m'a même demandé de l'offrir de l'eau à boire. Et ça a été notre dernière conversation. Il est là, mais dans un état qui n'arrive pas à me rassurer. Selon les autorités sanitaires, 178 personnes sont prises en charge, dont 10 personnes dans des structures privées. La première réunion de la cellule de crise depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Corentine s'est tenue ce mardi à Conakry, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement avec la participation de la quasi-totalité des membres du gouvernement. Elle a permis de faire le point de la situation et évaluer les impacts des mesures prises. Entre autres, le ministre porte-parole du gouvernement a déclaré que le feu a été totalement maîtrisé avant de saluer la bravoure de la protection civile. Suivez plutôt le Ousmane Gawal Diallo. Dès les premières heures de ce sinistre qui a touché nos concitoyens, le Premier ministre a mis en place une cellule de crise sous la coordination du ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est ce comité de crise qui vient de se réunir, qui a connu la participation de la quasi-totalité des membres du gouvernement, d'abord pour faire le point de la situation et aussi évaluer l'impact des mesures déjà prises par le gouvernement pour atténuer la souffrance de la population, pour venir en aide à ceux qui sont victimes et coordonner aussi la distribution de l'aide en direction de ces populations-là. Et donc, c'est cette réunion qui vient d'être achevée sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement et avec la participation du coordinateur de cette cellule de crise. Et donc, c'est cette réunion que nous venons de terminer. D'abord, ça a permis de recueillir l'ensemble des données disponibles qui sont actuellement en train d'être compilées pour ensuite être communiquées dans la soirée lors de notre prochaine intervention sur cette sinistre. Et cette action très professionnelle des sapeurs-pompiers qui sont arrivés au bout du deuxième journée à bout du feu. Aujourd'hui, on peut dire que le feu est complètement maîtrisé. Hier, il avait été circonscrit dans un périmètre connu. Cela a évité la propagation du feu. Aujourd'hui, il est maîtrisé. Il y a encore une fumée épaisse qui sort des lieux et les travaux sont en cours pour faire en sorte de dissiper cette fumée et de réduire et d'atténuer. Entre-temps, des mesures sanitaires sont annoncées. Il est vivement conseillé aux populations de Kaloum de mettre le masque pour se déplacer, pour éviter toute contamination au dioxyde de carbone. L'aide arrive de beaucoup de pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone, tous les pays voisins, les États-Unis, la France. Les Nations Unies sont tous mobilisés pour venir à nos côtés, pour apporter de l'aide, de l'assistance technique, de l'assistance scientifique, pour nous aider à comprendre les raisons et les origines de ce sinistre, mais aussi de l'aide humanitaire pour venir au secours des populations qui sont victimes.
3 jours après l'explosion au dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, le président de la transition a enfin fait une communication. Le colonel Mamadi Doumbouya sort du silence pour rassurer les Guinéens, les familles des victimes, des blessés et des sinistrés. Dans son adresse à la nation, le numéro 1 guinéen a décrété un deuil national de 3 jours. Décryptage en Souleil Le Baldé. C'est un président de la transition très touché par l'incendie de Kaloum qui est apparu à la télévision nationale. Après avoir présenté les condoléances aux familles des morts et présenté les vœux de prompt rétablissement aux blessés, Mamadi Doumbouya rassure les Guinéens. Ainsi, il a salué l'union sacrée et la solidarité dont les citoyens ont fait montre depuis ce moment pénible. Chaque fois que notre pays est confronté à des difficultés, à des défis, nous nous sommes toujours distingués par notre union sacrée, notre générosité, notre solidarité et notre sens élevé des responsabilités. L'impressionnante chaîne de solidarité qui s'est spontanément mise en place ici et à l'étranger en est une parfaite illustration. Dans sa brève communication, le colonel au pouvoir a remercié les forces de défense et de sécurité pour, dit-il, leur bravoure qui a conduit à maîtriser le feu au dépôt d'hydrocarbures. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage tout particulier à toutes nos structures spécialisées, notamment les forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux unités de secours pour leur promptitude et leur engagement à sauver des vies et à contenir la progression rapide de l'incendie. Leur bravoure est une lueur d'espoir dans ces moments de difficulté. Un deuil national de 3 jours a été décrété, annonce le président de la transition. Face à cette épreuve douloureuse qui affecte tout le pays entier, je décrète un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes à compter du jeudi 21 décembre 2023. Durant cette période, le drapeau national sera en berne sur l'ensemble du territoire et dans nos représentations diplomatiques. Aux pays amis de la Guinée, Mamadi Doumbouya leur a adressé ses remerciements pour le soutien et la solidarité apportés pendant cette période difficile. Une question à présent, les risques d'un incendie étaient-ils à craindre au niveau du dépôt d'hydrocarbures de Corentin? Nous vous proposons de suivre un de nos reportages réalisés par Mariama Boïbari en juillet 2023. Suivez. Tombo, l'un des quartiers surpeuplés de la commune de Kaloum, est aujourd'hui confronté à un danger permanent. Et pour cause, ces trentaines de camions-citernes inflammables qui stationnent chaque jour devant le dépôt de carburant situé dans le quartier. Un danger qui crée la psychose chez les habitants de cette localité. Pour Ibrahima Suri Kamara, ils ont été sauvés de justesse d'une catastrophe la semaine dernière. Même pas semaine. Il n'y a même pas une semaine, Kaloum a failli être brûlé. Le feu a pris le poteau électrique qui se trouve là-bas. Et à côté se trouvait une citerne remplie de carburant. Et si le feu avait atteint le camion-là, c'est tout Kaloum qui allait être brûlé. C'est un grand danger pour tous les Guinéens. Ces zones habitées, où la promiscuité est sans appel, est aussi confrontée à un autre danger lié à ces camions-citernes. Nous en avons marre de ces citernes. Ces camions peuvent perdre le contrôle et rentrer dans nos maisons. Ils ont même une fois heurté notre mosquée, alors qu'il y avait des gens qui priaient à l'intérieur. C'est Dieu seulement qui nous a sauvés ce jour-là. Délocaliser ces dépôts de carburant dans des zones inhabitées, c'est le souhait des conducteurs de ces engins, conscients du danger auquel les habitants de ce quartier sont exposés. Nous savons que ces camions représentent un danger pour les populations.
Ici, nous sommes à côté des maisons et si un camion explose, ça va faire beaucoup de dégâts. En plus du dépôt de carburant où viennent se ravitailler ces camions-citernes, le quartier cohabite aussi avec la plus grande centrale thermique du pays, ce qui vient aggraver les risques d'une catastrophe énergétique, selon de nombreux observateurs. L'heure est grave, s'exclame le Premier ministre Bernard Gomou devant les conseillers nationaux de la transition ce vendredi lors de la présentation du projet de la loi finance initiale 2024. Le chef du gouvernement a profité de cette occasion pour faire le point sur l'explosion du dépôt d'hydrocarbures survenu à Kaloum dans la nuit du dimanche à lundi à date. Bernard Gomou affirme que les autorités ignorent le nombre de personnes qui ont perdu la vie suite à cet incident. Il est au micro de Mariama Boïbari. La plupart de nos compatriotes également sont sous les décombres. Aujourd'hui, nous ne savons pas exactement combien de Guinéens ont perdu la vie et nous avons mis une cellule de crise qui est en train de recenser nos compatriotes, mais aussi d'autres étrangers qui étaient à l'environ de ce site pour que les statistiques puissent être dressées. Au vu de l'ampleur de l'explosion également, des maisons, des bâtiments ont été durablement affectés et que les services spécialisés. Comment mettre fin à la gabegie financière et la corruption dans l'administration? Le président du Parti de l'Espoir pour le développement national, la PDN, propose un SMIC à hauteur de 5 millions de francs guinéens. Pour Lansana Kouyaté, cela servira à réduire le taux de détournement. Il l'a fait savoir au cours de son assemblée générale du week-end dernier. Le président du PEDN, Parti de l'Espoir pour le développement national, lors de sa dernière assemblée générale, a fait cas du salaire minimal interprofessionnel garanti SMIG. Lansana Kouyaté, en lieu et place de 450 000, propose 5 millions de francs guinéens. J'ai dit, ça doit être 5 millions de francs guinéens. Tant qu'on n'a pas anobli le travail, celui qui travaille, qu'il ait ce pourquoi il a peiné, la Guinée ne s'élèvera pas, on ne s'épanouira pas. L'ancien Premier ministre ne s'est pas limité là. Il a aussi abordé la question liée à la continuité étatique, un problème qui freine le développement du pays, dit-il. L'homme politique dit être satisfait des différents régimes qui se sont succédés en Guinée. Nous l'avons initié et Dieu merci, ça se poursuit. Je remercie tous ceux qui sont venus, tous les gouvernements qui sont venus, qui l'ont maintenu. C'est cela la continuité. Un seul gouvernement ne peut pas tout faire. Le président du PEDN recommande une bonne gestion de la chose publique pour l'intérêt commun. Fin à Farana de l'atelier de formation pour le renforcement des capacités des encadreurs pédagogiques des structures déconcentrées après 5 jours de partage d'expériences. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à travers son service national de la formation continue du personnel enseignant. 727 encadreurs pédagogiques ont réussi à rehausser leur niveau. Compte rendu, Mamadou Tanouba. C'est un pari gagné par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. En seulement quelques jours, son service national de la formation continue du personnel enseignant a réussi à renforcer les capacités de 727 encadreurs pédagogiques venus de 7 régions administratives, plus la zone spéciale de Conakry. Le directeur général adjoint de ce service, Gadiriba, a été la pièce maîtresse de la réussite de cet atelier tenu au même moment à Kindia et à Farana. J'ose croire et j'ose dire avec fierté et vraiment avec beaucoup d'assurance que nous avons réussi à former l'ensemble des cadres des cellules de formation continue et aussi l'ensemble des DSEE de la République qui sont au nombre de 400 et quelques. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est une autre satisfaction à partir du moment où ces cadres ont reçu la formation et ils sont satisfaits, ils ont témoigné. Vous-même, vous voyez vraiment l'engouement qui prévaut sur leur visage. Donc vraiment, c'est une autre satisfaction. Le gouverneur de la région de Farana qui a accueilli cet atelier s'est réjoui du choix porté sur sa localité. Moi, je me réjouis du fait que le choix est porté sur Farana. Je suis très content
Et je prie Dieu que vraiment ce genre de formation se répète dans l'avenir, voilà, pour qualifier nos cadres. Voilà, si les cadres ne sont pas qualifiés, parce qu'aux retombées, ce sont nos élèves. Et les élèves ne pourront pas avoir une bonne formation. Et pour cela, il faut une suite logique. Les facilitateurs ont mis la barre haute pour relever le niveau du partage d'expérience avec les encadreurs pédagogiques. Des encadreurs qui également sont sortis bien outillés de cet atelier. Nous avons ensemble élaboré les outils de suivi pédagogique de l'enseignant, du directeur d'école, du DSE. Le module était focalisé sur ces différents éléments. Nous en avons profité durant ces 5 jours pour nous approprier des contenus de l'essentiel de ces modules. Et je pense qu'à l'avenir, nos directeurs d'école, nos DSE, nos enseignants seront encadrés d'une façon réellement satisfaisante. Cet atelier a été sanctionné par la remise de certificats de satisfecit aux participants. En prélude de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2024, le sélectionneur guinéen a dévoilé sa liste provisoire de 41 joueurs. Dans cette liste de présélection, d'où sortira celle définitive des joueurs qui représenteront le tricolore national en Côte d'Ivoire. On note la présence de Morlaye Sylla. Madi Camara, par contre, risque pour la 2e fois consécutive de rater cette messe continentale. Amidou Kibola Bangoura, journaliste sportif, ne trouve pas cette liste exhaustive. Il est au micro de Ansoubaï Baldé. Cette fois-ci, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a des joueurs qui sont convoqués, qui malheureusement qui n'ont pas de temps de jouer. Il y a d'autres, ça fait pratiquement toute une saison, qui ne jouent pas. C'est le cas de Abdourahmane Bari, par exemple, qui joue à Amiens en 2e division, qui n'a aucune minute malheureusement, qui a bénéficié quand même d'une sélection. Il était venu, il a joué et il n'a pas donné satisfaction. Il fait partie de cette présélection. Vous avez également Thierno Bari qui est perdu des radars, qui aussi n'a pas de minutes, qui n'a véritablement pas de temps de jouer, qui peut quand même normalement le permettre de venir en sélection nationale, mais qui est aussi convoqué, qui est là. Vous avez Naby Keita, qui est, moi je dirais, qui est en rééducation toujours, parce que pratiquement toute la saison, en Bundesliga, on joue la 16e journée. Naby n'a que 4 bouts de match pour un capitaine d'une équipe nationale qu'on fait venir pour une compétition aussi relevée comme la Coupe d'Afrique des Nations. On connaît déjà nos adversaires dans la poule où nous sommes logés. Ce sont des adversaires de taille. Je pense que c'est une liste véritablement sur laquelle il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez Moriba qui ne joue pas pratiquement avec le RB Leipzig. Il y en a tellement, je vous dis, si vous prenez les 40 joueurs présélectionnés, vous avez au moins 80% sur lesquels il y a débat, ces joueurs-là. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci Diana Boutiam. Merci Fatoumata Kane, merci à nos téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir regardé. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes.